Et voilà, donc merci beaucoup tout le monde d'être présente à cette autre rencontre de l'action collective, la troisième jusqu'à maintenant. Je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui pour cette dernière rencontre avant l'été, parce qu'on a tous et toutes besoin d'une pause pour, après une année chargée qui a été assez difficile pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on a une super présentation de Frédéric Gagnon et de Catherine Gagné, donc Gagné-Gagnon, sur évidemment les partenariats, sur les démarches partenariales entre théorie et pratique. Donc, nous allons commencer par Frédéric Gagnon et ensuite Catherine Gagné. Je vais vous les présenter à l'instant. Donc, Frédéric Gagnon est candidat au doctorat en travail social à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Il est chargé de cours et professionnel de recherche à l'Université du Québec en Outaouais et a pratiqué l'intervention collective de manière professionnelle pendant plus de 25 ans au sein d'institutions des secteurs scolaires, socio-sanitaires et municipales, en plus d'avoir aussi œuvré dans les secteurs communautaires et philanthropiques. Sa thèse et ses travaux s'orientent vers les transformations institutionnelles des secteurs publics territorialisés et la manière dont celles-ci affectent les réseaux sociaux les réseaux locaux plutôt, intersectoriels. Il s'intéresse au thème des inégalités sociales et de la justice environnementale et porte un intérêt spécifique aux pratiques en intervention collective et en organisation communautaire, tout comme aux différentes formes de métiers relationnels ou de travail de liaison favorisant les liens sociaux de proximité des populations marginalisées. Il s'intéresse aussi aux collaborations école, famille, communauté et au travail intersectoriel plutôt, autour de la réussite éducative, ayant contribué à titre de praticien-chercheur à la modélisation d'une pratique professionnelle de mise en relation école, famille, communauté. Et Catherine Gagné est régisseur à la planification expertise à la division du développement social de la Ville de Laval depuis 2016. Elle est membre du comité de coordination de la politique régionale de développement social de Laval et s'intéresse notamment à la condition féminine, à l'économie sociale, au logement social et communautaire, à la sécurité alimentaire et à la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Détentrice d'un baccalauréat et d'une maîtrise en anthropologie, elle s'intéresse au développement social depuis plusieurs années. Elle a également travaillé comme chargée de projet au chantier de l'économie sociale et comme agente de développement à la Conférence régionale des élus de Laval. Elle est membre du comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale qui a pour mandat de conseiller le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale. Donc, je souhaite la bienvenue à nos conférenciers et conférencières et je laisse la parole à Frédéric Gagnon qui va nous parler du côté théorique de la chose. Bonne conférence. Merci. Ben, merci tout le monde de nous recevoir là, pour partager avec vous vos expériences. C'est sûr que mon mandat, le bout théorique, là, ça reste théorique. Ma préoccupation ou plus mon intérêt, c'est aussi de vous entendre après le partage de cette information, la question aussi théorique sur la question de l'intersectorialité. Bon, ben, c'est encore il y a encore besoin de recherche, ça demeure de la théorie. Rapidement, parce que je souhaite vraiment qu'on puisse partager. Oups, j'ai oublié de partager mon écran. Qu'on puisse profiter des échanges à la fin de la présentation. Tout le monde, est-ce que vous voyez bien? Donc, pourquoi ça ne marche pas? Là, voilà. Dans le fond, l'angle que je vais prendre avec vous ce midi, c'est un petit peu la question là, de l'intégration des politiques publiques sur le territoire, donc ce qu'on appelle la territorialisation, c'est un peu comment l'action publique, là, notamment en santé, services sociaux, dans le milieu municipal et aussi là, dans le milieu scolaire, comment ces politiques-là vont s'établir en tenant compte là, des particularités du territoire. Et la façon que je l'aborde, c'est peut-être pour certains, ça va être de la révision ou des choses que vous connaissez déjà. Mon but, c'est un petit peu quand même que ça fasse du sens là, dans vos réalités de pratique. Et je l'aborde sur un peu comment, finalement, les politiques publiques peuvent être élaborées conjointement ou l'action institutionnelle, comment elle peut être élaborée conjointement là, avec
les partenaires des territoires, notamment les organismes communautaires, les citoyens. Et là, dans une dynamique qui peut être à la fois soit de co-construire, donc de faire avec, ou dans certains cas, que je peux dire de coproduire, c'est-à-dire que souvent, dans certains programmes, les cibles, les pratiques, c'est déjà déterminé, puis on demande d'appliquer un peu une recette. La nuance que je tiens à apporter, là, quand on parle de communauté, elle peut être vue dans la théorie là, selon deux angles. Comme vous savez, la question de collaboration ou d'action intersectorielle, là, elle peut être vue sous le chapeau des sciences politiques, sous le chapeau de l'administration publique, sous le chapeau des sciences de l'environnement, des sciences de la santé, des sciences sociales. Donc, toute cette question-là, ça ouvre à plusieurs visions ou de manières de voir la collaboration. Et entre autres, si je le ramène à la question du territoire, bien, le territoire ou la communauté, elle peut être vue d'un point de vue administratif. Donc, là, par une fonction sociale, on pense notamment aux anciens territoires de CLSC, ou maintenant, qui est rendu un seul, mais par rapport aux municipalités, par rapport à, dans le fond, cet espace territorial-là, ça devient un lieu d'ancrage des programmes publics ou même privés, si on pense aux fondations, qui vont avoir des exigences souvent normatives. C'est-à-dire qu'ils vont soit viser un comportement X ou d'agir d'une certaine façon. Donc, la communauté administrative va devenir un peu le territoire là, qui va permettre l'ancrage de l'action institutionnelle versus le territoire ou la communauté vécue, qui pour certains d'entre vous ou la majorité d'entre vous, comment vous vivez cet espace-là? Pour les citoyens notamment, ça peut être un espace d'expression, je parle d'identité. Hein? Vous avez probablement déjà tout vécu ça. Là. Bon, ben, d'où tu viens? Hein? Tout le monde dit hey, salut, comment ça va? Je me présente d'où tu viens. Fait qu'il y a quelque chose lié à l'identité. Moi-même, je suis un Janois, je suis un gars du Lac-Saint-Jean, je suis toujours fier de dire que je viens de ma région. Donc, il y a quelque chose d'identitaire qu'on peut considérer associé au territoire. Et bien sûr, des relations, c'est-à-dire qu'on va partager des valeurs ou on va avoir des attentes communes, notamment sur quel type de service ou comment les services pourraient être déployés. Donc, quand on parle de la communauté vécue, ben, on peut faire référence à ça. Ce qui veut dire que dans la perception ou la position des gens ou des intervenants, on peut se situer dans une ou l'autre ou à mi-chemin entre les deux. Donc, c'est des éléments là, que je tenais à préciser là, au niveau théorique qui peut ressortir. Vous comprendrez que je ne lirai pas les PowerPoints, je vais le partager après. Vous pourrez aller chercher les points techniques après là, si vous avez des questions aussi. L'élément que je souhaite apporter, c'est notamment sur la question dans la littérature, on va différencier beaucoup, ben, on va différencier la coopération, la coordination puis la collaboration. Ceux peut-être qui ont déjà lu le texte de Bourque là, ou le livre de Bourque, parce que c'est un de mes outils de référence qui est quand même connu là, entre Piège et levier du développement, là, concertation et partenariat. Bon, Denis va parler plus de la collaboration comme quelque chose de plus large. Ici, dans les auteurs que je fais référence, qui est Keith et Mandel, la collaboration, je la considère plus comme le partenariat. Je vais y revenir. Mais les éléments importants que je veux soutenir, c'est que dans le fond, la question de la coopération, je vais juste vous présenter le petit graphique. Là. Je vais vous présenter ce graphique-là après, mais je vais y revenir. Puis je vais contextualiser dans ce graphique-là, mais je veux juste nuancer un peu. Ben, la question de la coopération, c'est que souvent, là, dans ce tableau-là, vous pourrez jeter un œil. Là, je vous inviterai à le fouiller par la suite. Bon, ben, souvent, la coopération, la communication va être limitée dans un partage d'informations ou, par exemple, un certain espace symbolique. Exemple, bon, ben, dans le cadre de, moi, je travaille beaucoup la réussite éducative. La réussite éducative sur un territoire, l'espace de coéducation ou de partager l'activité éducative, la communication va être un peu limitée au référencement où il n'y a pas vraiment de partage de ressources, mais chacun est un peu autonome. Donc, la notion d'autonomie ou d'interdépendance entre les organisations est moins forte. Chacun va essayer d'atteindre ses cibles. Il y a une mission à livrer, il va se référer à sa mission. Et dans la coopération, ben, chacun va avoir un petit peu des objectifs opérationnels. Donc, le niveau d'investissement relationnel peut être limité. Puis, il n'y a pas nécessairement de prise de risque ou la prise de risque va être limitée. Là, je vais donner un exemple. Souvent, je vais donner souvent des exemples du milieu scolaire là, parce que c'est surtout là que mon expérience se situe dans les dernières années. Mais si, par exemple,
je dis que je coopère avec l'école, ben, je vais passer par la direction d'école, mais le programme va se rendre aux enseignants, mais moi, comme intervenant extérieur de la communauté, je ne suis pas nécessairement en lien avec les enseignants. Donc, je vais coopérer avec l'école, je vais avoir une relation de coopération, mais je ne serai peut-être pas nécessairement dans une relation de collaboration parce que finalement, la dimension relationnelle avec les enseignants, elle passe par la structure ou la mission de l'organisation et même la hiérarchie. Je vais être en lien, exemple, avec la direction d'école ou quelqu'un qui est mandaté dans l'école pour le faire. Ce que ça fait, c'est au niveau de la coopération, ben, il y a un faible niveau d'interdépendance. Puis les efforts vont beaucoup plus chercher à faire avancer là, sa propre organisation ou atteindre ses propres cibles dans une relation de coopération à laquelle on peut rajouter la coordination. Là, c'est souvent le rôle de la concertation, donc d'avoir une action coordonnée. La communication va être un peu plus structurée et plus fluide que la coopération, parce que la coopération, on va être plus informelle, ça va se décider souvent à court terme, ce ne sera pas quelque chose de régulier, versus dans une relation de coordination, on va beaucoup plus agir de manière structurée, l'information va descendre plus globalement, va être plus régulière. Et l'interdépendance entre les acteurs va être beaucoup plus développée, dans le fond, plus reconnaître l'apport de chacun parce qu'on va élaborer finalement dans la logique de coordination comme une logique de système, fait qu'il y a une forme de dépendance entre un et l'autre des partenaires pour y arriver. Finalement, la collaboration ici dans le modèle de Keystone-Mendel que j'associe davantage au partenariat là, dans le modèle de Bourke, là, on est plus dans un modèle où on va chercher une communication qui est beaucoup plus stable, durable et à long terme. Ce que ça veut surtout dire, c'est que la dimension relationnelle va jouer un rôle important. Notamment sur les motivations qui vont être beaucoup plus de l'ordre de l'altruisme ou de dire on va un peu comme on forme une équipe, ben, quand on est une équipe, ben, on développe des relations, on a un sentiment d'appartenance. Donc, il va y avoir au niveau du partenariat quelque chose de plus relationnel qui va ressortir, puis des arrangements qui vont chercher à garder les gens engagés dans l'action. Donc, la structure, au-delà de son organisation, si j'appartiens à une organisation plus grande, une concertation, ben, les arrangements devraient permettre, dans la théorie, de répondre à des besoins qui sont aussi de l'ordre relationnel. Donc, ce niveau de partenariat ou de collaboration-là va chercher une interdépendance plus élevée et notamment sur développer, là, bon, c'est toujours un enjeu, là, les indicateurs, parce qu'on est beaucoup dans des cultures de mesure actuellement, là, mais c'est souvent la confiance, comment on mesure la confiance, comment on mesure la réciprocité. Puis bien sûr, c'est de reconnaître qu'on est interdépendants l'un de l'autre. Quand je parle l'un de l'autre, étant les organisations, pour avoir une vision plus globale des problèmes et non juste à partir de sa lunette du monde scolaire, du monde municipal ou même du monde communautaire. Comment finalement on élargit nos lunettes. Donc, la collaboration, elle nous invite à dépasser un peu les limites ou les structures de nos organisations. Il y a vraiment une intention là, au niveau théorique, dans la collaboration et le partenariat, une intention de transformation, du moins dans la vision du travail social ou le champ du travail social ou de la sociologie. Là. Cette transformation-là, on peut l'expliquer sur le fait de questionner comment on fonctionne, de peut-être voir comment ces modes de fonctionnement, peut-être que finalement, ils font contrainte à d'autres. Si par exemple, je reviens à l'exemple de la collaboration avec l'école, si finalement je ne suis pas en relation avec les enseignants, bien, comment je peux vraiment amener des changements dans des pratiques ou dans des façons de faire? Parce que finalement, le mode hiérarchisé de l'école, par exemple, va faire en sorte que je n'ai pas accès aux profs, je ne peux pas développer cette relation de transformation aussi significative. Le réflexe, exemple, des enseignants de référer ou de développer carrément une action avec des partenaires externes. Bref, l'idée, c'est de développer un peu des nouvelles façons de penser et de se comporter. C'est l'intention manifestée dans le partenariat et la collaboration. Rapidement, un exercice que j'ai fait là, dans le cadre de mes fonctions en commission scolaire de Laval, j'avais fait un petit peu une recherche pour discuter avec d'évaluer un peu les types ou les niveaux de collaboration, à quoi on pouvait faire référence
notamment lorsqu'on parlait de niveau de collaboration. Bon, souvent, la consultation, on l'a déjà vu, tu consultes, au milieu municipal, c'est une pratique qui a souvent été vue. On demande l'avis des citoyens, on demande l'avis des partenaires, je te consulte, mais finalement, la décision finale, je fais bien ce que je fais. Tu sais, je peux te demander ton avis, mais au bout de ligne, c'est moi qui décide comment ça va se dérouler puis comment ça va fonctionner. Donc, on est au niveau de l'ordre de la consultation, puis c'est souvent aussi des enjeux administratifs ou d'ordre financier ou de la bonne gestion des ressources. Je vais prendre un exemple. Ça peut être au niveau d'enjeux administratifs, c'est bon, ben, l'école, la ville consulte le quartier, comme de quoi que finalement, il y aurait besoin d'accès à des locaux. La ville puis l'école signent une entente pour donner accès au gymnase. Finalement, ben, parce que, je ne sais pas moi, les scouts du secteur vont utiliser le gym pour faire une activité. Fait qu'en bout de ligne, les enjeux vont être beaucoup plus de l'ordre de bon, ben, comment les lieux vont être respectés, comment finalement la cohabitation dans l'espace va être là. Fait qu'on va avoir plus des enjeux d'ordre administratif. Ça n'implique pas nécessairement aux partenaires de s'engager ou de développer une relation là, plus complexe. La coopération, c'est un petit peu ce que je vous ai dit tantôt. On va avoir des enjeux plus de l'organisation ou des enjeux organisationnels. Donc, un petit peu de voir comment, moi, en santé et services sociaux, je vais améliorer mes services pour aller rejoindre les familles plus en difficulté, exemple, pour être capable d'atteindre ma propre mission, mes propres cibles. Donc, dans ce contexte-là, on va coopérer. Puis, bien sûr, la relation d'interdépendante, là, je l'ai marqué dans les petits carreaux, là, la relation d'entraide de type informel entre acteurs, ben, on va se référer à quelqu'un, on va se référer des ressources. Il n'y aura pas nécessairement d'entente formelle où on collabore. Je sais qu'il y a un comptoir d'aide alimentaire pas loin, je ne sais pas moi, du CLSC, je réfère à la population là. Bref, l'interdépendance est beaucoup moins importante versus la concertation. La concertation, là, moi, je la définis beaucoup à partir de la théorie comme c'est une forme de coopération plus évoluée, mais l'intention, c'est de coordonner. Donc, il y a une intention de coordonner les actions des uns et des autres pour avoir une certaine cohérence. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il peut y avoir de la transformation. On souhaite, par la concertation, générer des partenariats, aller plus loin, mais ça va être beaucoup plus une forme de stratégie. Et l'interdépendance entre les acteurs va être beaucoup plus, on va dire, de discussion là, inter, entre disciplines, entre organisations, qui implique davantage les idées, des ressources. Ça implique une certaine forme de planification. C'est pour ça que souvent, dans les démarches intégrées, dans les démarches de concertation, on va se faire un plan d'action pour essayer de coordonner ou arrimer nos choses. Dans l'optique, oui. Il te resterait 5 minutes. Vous allez voir, malheureusement, je ne pourrai pas tout voir avec vous. Mais rapidement, ce que je voulais en revenir, c'est que la notion de partenariat là, va amener, dans le fond, comment on va amener des transformations ou des changements dans nos organisations. Par exemple, je reviens avec l'idée de l'école. Comment je peux faciliter le pont entre les enseignants puis, je ne sais pas moi, les ressources d'aide aux devoirs, parce qu'à côté, il y a un organisme communautaire ou la connaissance du milieu. Donc, comment on va établir cette réciprocité que l'enseignant va connaître l'intervenant et vice-versa. Donc, vous voyez que le partenariat, on va essayer d'amener des transformations dans les modes de fonctionnement et dans les pratiques. C'est la théorie. Comment on y arrive concrètement puis comment ça se passe sur le terrain. Catherine, tantôt, va vous donner quelques exemples. Mais rapidement, là, je l'ai un petit peu nommé, là, juste pour vous dire, la concertation va être une forme de coopération traduite par un processus de coordination. Ça va se définir dans des pratiques sociales variées parce que, bon, quand je travaille pour un organisme communautaire, j'ai une certaine vision des choses, de la collaboration, de faire participer les gens. Toute la question de la démocratie est importante versus une institution où ça peut être différent. Puis les logiques institutionnelles sont nombreuses. Hein? Si on part par secteur, le secteur municipal ne pense pas nécessairement comme le secteur scolaire versus la santé. À même les institutions, il y a des logiques institutionnelles différentes. Fait que, bref, la concertation va mettre c'est une forme de pratique sociale qui va mettre ensemble toutes les organisations ou les intervenants qui ont des finalités ou des objectifs différents. Et ça va passer par un processus de planification, comme on a dit tout à l'heure. J'aime bien cette phrase-là citée dans le livre de Bourque. La concertation appelle surtout à la coordination des services et activités des acteurs dans une recherche de cohérence, alors que le partenariat appelle les acteurs à faire ensemble dans une manière nouvelle qui dépasse la simple articulation des compétences des uns et des autres.
Hein, des fois, il y en a qui vont utiliser la notion de compétence collective. Comment je résous mes conflits? Tu sais, quand on travaille ensemble et qu'il y a des divergences, comment on règle nos divergences? Quel outil on se donne? Un cadre de référence partagé. Moi, j'ai travaillé notamment là, je prends l'exemple à Bordeaux-Cartierville, la table de quartier. Il y avait des enjeux souvent liés au financement parce que les organismes pouvaient bénéficier versus la table de quartier qui pouvait tout rafler. À un moment donné, le milieu s'est doté dans quel contexte c'est la table qui fait une demande de financement versus c'est les organismes. On s'est doté d'un cadre de travail pour être capable de régler les tensions et les conflits ou les controverses, pour être capable finalement de travailler plus dans une dimension organique versus la dimension mécaniste. Comme vous le savez, nos organisations, surtout les institutions, sont très hiérarchisées, il y a des processus, il y a des cadres de référence, il y a même des types, des sous-organisations, là, je pense notamment aux syndicats dans les institutions. Donc, l'action, elle va être beaucoup plus mécanisée puis va descendre dans un modèle hiérarchique. Le défi de la collaboration, c'est comment on se sort d'un modèle mécaniste pour essayer de créer cette dimension organique de dépendance ou d'interdépendance de l'un et de l'autre pour s'attarder là, aux problèmes complexes. Bon, la notion de partenariat, le bout important que je veux nommer, c'est que ça doit faire appel à un processus négocié. Bon, ça aussi, là, un terme polysémique, le partenariat, il peut avoir plusieurs définitions, tout dépend des points de vue. Celui que je vous appelle aujourd'hui, là, ou je vous interpelle aujourd'hui, est plus associé à la collaboration. Ça nécessite un processus négocié. Si je te donne l'argent pour faire, bon, ça peut être pour faire une action, ben, est-ce que c'est négocié? À vous de juger. C'est comment finalement on dépasse ça. Je vous laisse sur ce petit écrit là, que j'aime bien là, de Yves Couturier, l'Inter, c'est-à-dire, je vais le lire parce que l'Inter, c'est-à-dire ce qui est à Hans, se conçoit alors comme un espace possible, un espace de rencontre caractérisé par le mouvement. Donc, quand on travaille en concertation versus l'action institutionnelle qui va être stable, qu'est-ce qui va caractériser la concertation, ce qu'on va essayer de rechercher, du moins au niveau théorique? C'est le mouvement. C'est d'être capable de faire bouger, d'adapter des choses, de s'adapter à des contextes, à des situations, à une action qui est un peu top-down, comment on va l'adapter à la réalité pour qu'elle fasse du sens. Donc, la notion de mouvement est importante, plutôt que par la stabilisation disciplinaire. Là, on pourrait entrer dans toute la question de l'interdisciplinaire puis les enjeux liés à ça, à même les organisations. Ce sera le sujet d'une autre présentation. Mais c'est ce type de rencontre-là entre organisations et intervenants amène justement à un certain déséquilibre, à les conditions du mouvement, comme je vous ai dit tout à l'heure, de voir dans quel contexte on bouge, dans quel contexte l'action va se déployer, d'accepter une certaine tolérance au risque. Hein, en administration publique, il y a des auteurs qui vont beaucoup parler de la gestion du risque en action concertée ou en action intersectorielle. Donc, de comment finalement les gestionnaires doivent gérer le risque. Là, finalement, comment on se transforme, parce que finalement, il y a une forme d'adaptation. Bref, je vous laisserai sur ces points-là. Je veux surtout laisser l'espace à Catherine qui va vous parler d'un exemple à Laval. Puis, Merci beaucoup, Frédéric, de ta présentation. Tout fut théorique et on va pouvoir justement appliquer toutes les notions qu'on vient d'apprendre et pouvoir aussi poser nos questions à la fin de la rencontre et pouvoir appliquer ça avec l'exemple de la ville de Laval. Donc, on va donner la parole à Catherine Gagné. Et Oui. Bienvenue, Catherine. Merci, merci. Je vais vous partager. Hop. Vous voyez mon écran? Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Parfait. Donc, oui, merci beaucoup de me laisser de l'espace pour vous parler de la politique régionale de développement social de Laval. Pas tant de la politique, mais de notre démarche pour vraiment travailler de façon partenariale. Puis, vous témoigner peut-être aussi des changements qu'on voit qui ne sont pas encore nécessairement évalués, mais on voit déjà dans l'application de la mise en œuvre du plan d'action des changements qui ont été apportés dans les pratiques collaboratives. Donc, juste vous rappeler, parce que je sais qu'on fait des envieux, à Laval, c'est à la fois une région administrative, une MRC, puis une ville. On a un CIS, on a 2 commissions, en fait, c'est plus des commissions scolaires, mais il y a l'anglophone, puis il y a le centre de services scolaires. On a aussi
une internalisation du développement social qui a été, du développement en fait de la région là, qui a été fait à l'intérieur de la ville de Laval. Donc, on a quand même des, euh, des institutions puis des organisations qui sont quand même simplifiées là, pour la ville, pour la région de Laval. Dans ce cadre-là, avec toutes les modifications qui ont été apportées, la ville de Laval et le CIS de Laval se sont mis ensemble pour pouvoir élaborer une politique régionale de développement social. Donc, ce n'est pas une politique qui est municipale, elle est vraiment régionale. Puis, pour ce faire, bien, on a mis en place un comité de pilotage pour pouvoir vraiment que ça soit ancré dans la région, que ça ne soit pas que l'affaire de la ville et du CIS. On a aussi fait des consultations au tout début pour vraiment aller chercher les besoins, connaître les enjeux du milieu. Puis on a fait beaucoup d'efforts. Frédéric parlait de des consultations qui étaient une part où on dit, bon, ben on a les gens nous disent qu'est-ce qu'ils pensent, puis après, on en fait ce qu'on veut. Nous, c'était transparent, puis c'était avec tout le monde, puis c'était notre matière de base pour pouvoir construire notre politique, puis ensuite notre plan d'action. Donc, on a autant été de consulter les acteurs institutionnels, les professionnels dans les institutions, des groupes qui ont été faits, là, des focus groups, autant dans les organismes communautaires. On est allé dans l'étape de concertation, les bénévoles, mais aussi auprès des citoyens. Puis ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis en place plusieurs stratégies pour pouvoir aller chercher les citoyens. Donc, oui, il y avait des consultations qui ont été faites par quartier, mais on a aussi été dans les organismes communautaires pour aller chercher des citoyens qui sont un petit peu plus difficiles à rejoindre. Fait que ça nous a permis d'aller vraiment prendre le pouls de tous les enjeux qui ressortaient. C'est sûr que dans les consultations, ça, je veux le dire, parce que le développement social, c'est quand même particulier de consulter les gens sur des fois des éléments qui sont très personnels. Fait que c'est sûr que ça avait ses limites. On est allé chercher beaucoup d'informations, mais ça tournait beaucoup autour des infrastructures ou de leur milieu. Mais on était moins dans les enjeux avec les relations avec la proche aidance ou la garderie ou tout ça. Quand c'est plus personnel, ça, c'était plus via les organismes communautaires avec leurs témoignages qu'on pouvait aller chercher ça. Donc, toutes les consultations nous ont vraiment aidé à avoir une bonne base là, de ce qui ressortait. Puis quand je parlais tout à l'heure qu'on a mis en place un comité de pilotage, bien, on s'est assuré qu'il soit très, très diversifié. Fait autant il y avait du milieu institutionnel que philanthropique. Il y avait la CDC qui était présente, le pôle régional d'économie sociale, puis on avait aussi, bon, Service Québec, puis le milieu de la culture, puis on avait des représentants aussi de la communauté, là, des organismes communautaires. Puis on avait aussi des postes qui étaient cooptés. Ce qui ça a permis, c'est quand le comité de pilotage s'est mis en place, c'est de se dire, est-ce qu'on est représentatif? Est-ce qu'il y a des trous? Est-ce qu'il manque des gens? Puis on a pu dire, le logement n'est pas vraiment bien représenté, on a besoin d'aller chercher quelqu'un, l'immigration, etc. Fait qu'on a pu combler le comité pour vraiment avoir une représentativité des enjeux puis des expertises là, de la région en lien avec le développement social. Aussi, quand on a fait notre démarche d'élaboration du plan d'action, on est allé chercher, oui, on s'est basé sur les consultations, mais aussi les constats qui ressortaient. Il y a beaucoup de plans d'action, de planification qui sont déjà faits, des portraits qui sont faits par des organisations. Donc, on a tout pris ça. Puis, on a aussi vu c'est qui les parties prenantes, c'est qui doit être, quand on parle de la sécurité alimentaire, quand on parle du logement, qui doit être autour de la table. On a aussi pris à partir de toute la politique qu'on avait développée, on a priorisé parce qu'il y avait, je ne me souviens plus combien d'objectifs, là. On s'est dit pour faire un premier plan d'action, on va cibler quoi? C'est quoi les enjeux les plus importants ou qui vont être les plus porteurs là, dans un premier plan d'action. Donc, on a fait des ateliers de travail, des ateliers de partenariat pour pouvoir être capable d'identifier des actions qui étaient concertées, d'aller chercher l'engagement des partenaires,
puis aussi d'avoir des indicateurs d'impact et de résultats qu'on puisse déjà les identifier dans notre plan d'action pour qu'on soit capable d'évaluer puis de suivre la démarche. Donc là, on se retrouve maintenant avec, je vais vous expliquer un petit peu comment on fonctionne, mais on a un comité de coordination qui est en train d'essayer, dans la mise en œuvre du plan d'action, de coordonner tout ce qui est, toutes les groupes de travail ou tout ce qui s'est greffé autour du plan d'action. Puis on l'a divisé parce qu'on a des actions qui sont plus transversales, comme l'évaluation, comme toute la notion d'ADS+, comment on va outiller tous les porteurs de projets à intégrer l'ADS+, puis la communication aussi qui est très importante pour que l'information circule qu'entre chacun des groupes de travail, ils sachent qu'est-ce qui se fait dans l'autre, puis comment on va intéresser les citoyens, intégrer d'autres partenaires. Fait que ça, il y a tout un enjeu en ce moment à travailler ça là, de façon transversale. On a, en bas, là, j'ai mis les triangles des cellules de travail. On a des cellules de travail qui vont mettre en œuvre les actions, des actions ciblées. Donc, par exemple, le logement social ou la question de la concertation à Laval, qu'on veut multisectorielle et multipartenariale, des cellules de travail qui peuvent être plus sur une question d'un trou de service en immigration, par exemple. Fait que chaque cellule de travail, on voit comment on s'assure que tout le monde autour de la table est présent pour pouvoir répondre à l'enjeu identifié, puis comment ils sont soutenus par le reste des partenaires qui sont autour, qui sont dans le développement social, donc les leviers financiers, les plans d'action, les programmes, etc. Donc, c'est pour ça. Puis là, on a mis comité de pilotage régional, comité des directeurs. C'est tous des comités qui ont été mis en place au fur et à mesure de l'avancée du plan de la politique, puis ensuite du plan d'action. Puis là, on essaie de voir qu'est-ce qui fonctionne, quel mandat on leur donne. Puis là, il nous reste ce bout-là aussi à identifier qu'est-ce que ça va être. Fait qu'il y a toute une gouvernance qu'on est en train de dessiner à Laval, puis on le fait, c'est un peu un laboratoire. Fait qu'on le fait en essai-erreur. Donc, par exemple, on a eu beaucoup d'ententes sectorielles qu'on a signées avec des ministères où la ville était mandataire. Puis là, on s'est dit, bien, comment on fait pour ne pas travailler en silo à côté de ce qu'on est en train de faire? Fait qu'on essaie d'avoir un lieu où les plans d'action, les leviers sont concertés, puis qu'il y a vraiment un lien avec ce qui est en train d'être généré dans le plan d'action. Donc, comment on fonctionne? Quand on met en place une cellule de travail, par exemple, on se dit on veut mieux desservir les quartiers en termes de saine alimentation, par exemple, dans les quartiers où qui sont moins bien pourvus, parce qu'à Laval, il y a ces enjeux-là, bien, comme partout, là, on peut avoir des déserts alimentaires. Donc, on met les gens en place, puis on se dit, bon, bien là, on va développer une cellule de travail. Cette cellule de travail-là va écrire un plan de travail, comment on veut travailler ensemble. On reprend les objectifs de la politique, les constats. On part de l'existant, les valeurs qu'on a mis en place dans la politique. On a tout un gabarit qu'on a développé, on les outils pour qu'ils développent un plan d'action qui est vraiment en lien avec la politique puis le plan d'action pour bien répondre à l'enjeu qui était ciblé, l'action qui était ciblée. Ils peuvent faire une demande financière s'il y a lieu, mais il y a des cellules de travail qui se mettent en place puis qui n'ont pas nécessairement besoin de financement. Et puis, on s'assure d'avoir une évaluation continue qui va circuler, là, comme je vous montrais plus tôt, là, dans toute notre démarche de gouvernance là, qui est en cours. C'est un plan d'action qui est vivant et évolutif, on aime bien le dire, parce que selon les enjeux, comme là, avec tout le contexte COVID, il y a eu beaucoup de besoins qui sont devenus très urgents. Puis là, il faut que notre plan d'action soit quand même utile, qu'on ne met pas de côté puis on dit bon, on fait autre chose. Fait que à partir de notre plan d'action, on avait des objectifs quand même très, très larges. Puis là, on s'est dit bon, ben là, l'enjeu est plus sur il y a un focus sur, je ne sais pas moi, la question de l'hébergement communautaire ou la question du logement. Fait que là, on s'est dit, bon, ben là, c'est ce qu'on priorise puis c'est ce qu'on va mettre de l'avant.
Donc, les forces là, de travailler comme ça, c'est sûr que ça a créé une alliance qui est très, très forte entre la Ville et le CIS. Puis ça a aussi permis d'impliquer les hauts dirigeants des deux institutions dès le début de la démarche. Fait qu'on a senti qu'avec ça, il y a une grande, grande adhésion. Moi, je suis assez surprise à la Ville, là. En fait, je ne suis pas surprise, je suis agréablement heureuse, là, mais en fait, dans les rencontres qu'on a avec d'autres services, souvent la PRDS est évoquée. Fait qu'on voit que ça a percolé puis que ça a sorti du développement social, puis c'est vraiment intégré dans l'ensemble de la municipalité. Puis il y a aussi une implication des acteurs du développement social dans le comité de pilotage qui a vraiment permis dès le début là, d'avoir des regards croisés. Puis, on a offert aussi une animation qui était neutre tout au long de la démarche. On a eu aussi quelqu'un d'externe là, de l'INSPQ pour un bout, là, où on pouvait amener aussi de l'expertise, outiller bien le milieu. Puis nous aussi, là, on n'avait pas toute cette expertise-là. Là. C'est pour ça qu'on s'est allié avec le CIS et les autres acteurs. Fait que ça aussi, c'était une force. Puis, on a mis dès le début des règles de fonctionnement là, qui ont été acceptées par l'ensemble du comité de pilotage, l'importance du consensus, de travailler en co-construction. Ça nous a permis de créer des relations de confiance. On a eu, au début, il y avait beaucoup de discussions sur le nous, eux, puis là, c'est comment on devient un nous. Fait que tout ça, là, dans la rédaction de la politique, ça a été beaucoup construit, puis on a vu les résultats dans la mise en œuvre du plan d'action, cette confiance-là qui avait été créée a été très, très porteuse. Puis, le fait aussi d'avoir pu faire toutes sortes de consultations diverses, puis d'offrir des participations aussi qui étaient différentes tout au long de notre démarche. Fait qu'autant un sommet sur le développement social, autant les consultations, autant toutes nos communications, infolettes, etc. Aussi, le fait qu'il y ait un leadership de la ville, ça a aussi fait en sorte de pouvoir favoriser l'arrimage. Donc, je vous disais des programmes, des fonds qui arrivaient autant de la ville, autant du CIS. Puis, je vous dirais qu'il y a une crédibilité aussi de tout ce mouvement-là, là, de cette démarche-là, cette mobilisation-là de la politique régionale de développement social. Ça a fait en sorte qu'on a eu quand même beaucoup d'intérêt de la part du gouvernement ou de différents programmes qui existaient pour investir dans ce projet-là, là, cette démarche-là. Donc, ça aussi, ça facilite ensuite là, la poursuite de projets là, parce qu'on a des leviers financiers qui sont en adéquation avec ce qu'on veut faire. Qu'on n'a pas, on ne doit pas faire des plans d'action qui seraient complètement pas harmonisé en fait avec notre politique. Le fait que la politique soit devenue une politique parapluie, qu'elle soit que l'ensemble des organisations de la région la considèrent comme une politique qui est forte, bien, ça fait en sorte ensuite que tout ce qui est fait, les plans d'action, ce qu'on finance, bien, ça a un lien avec cette politique-là. Et puis, donc, une mobilisation des partenaires régionaux là, qui favorise donc une cohérence des actions. Donc, c'est difficile. Ben, ça peut être possible toujours, là, mais on l'a vu dans la période COVID. Là, rapidement, plusieurs partenaires se sont mis ensemble. On s'est mis, c'était comme une cellule de crise. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait, comment on arrime les leviers, comment on s'assure qu'on répond aux enjeux. Puis ça a été quand même assez facilitant d'avoir eu toute cette historique de confiance, de façon de travailler. On a été capable d'être réactif plus rapidement. Puis ça, on l'a vu, c'est reconnu aussi des organisations sur le territoire qui l'ont senti dès le début, là, ce soutien-là. Puis on s'est amélioré aussi avec les mois, là, dans malheureusement la période COVID qui a, qui a été un peu plus longue que tout ce que les gens pensaient, mais reste qu'on a réussi à avoir des liens puis une efficacité quand même là, entre le local, le régional et la mobilisation des partenaires et les bailleurs de fonds. Les défis, bon, ça reste quand même que c'est une charge de travail qui est très importante pour tout le monde.
Fait que autant à la ville, au CIS, autant dans les les organismes communautaires, je vous disais, les gens se mettent ensemble pour développer une cellule de travail. Bien, reste que c'est en plus du mandat de ce qu'ils font. On leur dit, bon, ben là, on a un enjeu sur la sécurité alimentaire. L'organisme peut faire de la sécurité alimentaire. Bien là, ce qu'il va faire, c'est quelque chose qui ne peut pas faire seul ou qui ne peut pas porter seul. Donc, c'est un peu en dehors de son mandat d'organisation. Fait que ça, effectivement, c'est qu'il faut faire attention, il faut le faire dans le respect là, des capacités de chacun ou d'essayer d'avoir de l'accompagnement externe là, pour s'assurer d'aller de poursuivre la mise en œuvre du plan d'action. Puis la vulgarisation aussi qu'il faut, surtout si on va aller chercher les citoyens ou des organismes qui sont un petit peu plus loin de la démarche, ça, c'est un défi. Là. C'est pour ça qu'on a mis en place notamment un comité de communication pour pouvoir s'assurer qu'on ait un langage un petit peu plus simple. Parce qu'en développement social, des fois, ça peut être assez complexe. On peut se perdre aussi dans nos acronymes. Puis, l'autre défi, ça demeure, c'est de favoriser la prise en compte des objectifs collectifs plutôt que corporatifs. Mais ça vient avec la confiance, avec la reconnaissance d'un enjeu commun sur lequel on veut travailler. Mais dans le cadre des cellules de travail que je vous présentais tout à l'heure, c'est une façon de faire qui est porteuse. En tout cas, on l'a vu, là, il y a certaines cellules de travail qui ont plus d'un an, d'une année d'existence. Puis on a vu vraiment l'évolution là, dans la confiance, puis les liens. Des fois, nous, à l'externe, on les voit, les liens, mais de laisser le temps aux partenaires de le constater, de connaître les autres, puis à un moment donné, de pouvoir dire, ah oui, OK, ça, on va le faire ensemble, on va collaborer. Ça prend du temps, puis on le donne ce temps-là dans le cadre de la politique, puis de la mise en œuvre. C'est très, très porteur. Puis aussi, de s'assurer toujours qu'on revient aux priorités qui avaient été mises de l'avant par les consultations citoyennes, qu'on ne se perde pas finalement après, justement, dans des enjeux qui peuvent survenir ou des plus corporatifs là, qui pourraient occulter. Puis des fois aussi, des besoins financiers tout à coup, puis que là, on peut décider qu'on s'accroche à la PRDS, mais nous, on essaie vraiment de toujours partir. C'est comme ça qu'on a fait nos outils, puis qu'on s'assure de financer les projets s'il y a lieu, là. C'est vraiment de se baser sur les principes, les actions mises de l'avant. Puis dans le plan d'action, on avait déjà des porteurs d'identifier. Fait qu'on on essaie vraiment de se tenir à cette idée de parapluie. La politique régionale de développement social puis le plan d'action ne se substitue pas à ce qui existe déjà. C'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire en plus-value. Finalement, ce qui est quand même assez, qui est un défi, mais qu'on essaie de dénouer, là, c'est d'adapter puis de favoriser la cohérence entre l'ensemble des politiques publiques. La politique de développement social nous permet de faire ça. Par exemple, si on a une entente en égalité ou une entente de lutte à la pauvreté, bien, on essaie de s'assurer que ça a un lien puis que peut-être que ça peut être un projet de la politique régionale de développement social qui répond à cette enveloppe-là ou cet enjeu-là, mais aussi que si on essaie aussi de mettre des ententes un peu plus larges, on peut mettre plusieurs leviers ensemble pour ensuite avoir la capacité de financer le développement social, qu'on ne soit pas dans on a notre politique développement social, on a lutte à la pauvreté, puis ça n'aurait pas de sens, c'est de mettre tout ça ensemble, mais c'est quand même des défis. Puis de favoriser les changements organisationnels, bien ça, je pense que ce qu'on met en place aide beaucoup. On le voit que ça se transforme. Il y a besoin, toujours, c'est ça, d'un leadership, de pouvoir aider à mettre les gens ensemble. Puis quand ils voient les différences, ils voient les impacts que ça a, on voit que tranquillement, le vocabulaire de la PRDS est pris en compte, puis on voit tout à coup qu'on commence à plus s'y appuyer dans nos planifications. On parle autant à la ville que dans une concertation, par exemple. Là, si on voit les changements. J'ai entendu, par exemple, à la ville, des gens dire « Ah, mais ça, c'est tellement un projet pour la PRDS. » Puis c'était des gens d'autres services. Fait qu'on
on voit qu'il y a un changement qui se fait là, de mieux travailler de façon plus concertée. Donc, aussi, l'engagement des partenaires dans la mise en œuvre de la PRDS, bon, c'est ça, je disais, c'est quand même un engagement. Puis pour certaines organisations, ça peut être un peu plus difficile. Puis de rejoindre les citoyens. Ça aussi, c'est un défi. Là, on essaie de voir si on peut mettre en place des actions qui vont être beaucoup plus concrètes. Puis voir est-ce qu'il y a des organismes communautaires qui voudraient prendre le leadership ou un groupe de citoyens. Mais ça, je dirais que c'est ce qu'on doit travailler là, dans les prochains mois, où c'est un petit peu plus difficile. Puis aussi, favoriser l'échange d'expertise entre les partenaires, ça reste un défi. C'est ce qu'on essaie. Puis là, on l'a vu dans les cellules de travail, on a commencé à le voir qu'on peut dire, parce qu'au début, c'est bien, ça, c'est pas mon mandat, ça c'est mon mandat. Puis là, on commence, ah, OK, mais dans le fond, si on se met ensemble, on pourrait bien informer les citoyens, puis après, il peut y avoir des projets qui émergent, puis on voit qu'il commence à avoir plus de... quand il y a de la confiance, quand on se comprend, on voit que là, il y a un meilleur échange. Puis des fois, il va y avoir des organismes qui vont se mettre ensemble parce qu'ils se connaissent. Et là, de rajouter d'autres gens, bien, ça permet d'avoir un regard plus large. Fait que ça reste quand même très porteur, mais ce n'est pas nécessairement toujours acquis. Puis aussi de diffuser l'information tout au long de la mise en œuvre du plan d'action. Fait que ça aussi, d'informer au fur et à mesure qu'est-ce qui se met en place, qui est où, qu'est-ce qu'ils ont généré, qu'est-ce qui... est-ce qu'il y a des embûches, etc. Fait que ça aussi, là, on va mettre en place un site Internet, on relance notre infolette, on va essayer puis rejoindre une grande communauté, pas juste ceux qui travaillent sur la politique, mais également les citoyens. Donc voilà, ça fait le tour de ma présentation. Je ne sais pas si j'ai dépassé le temps ou... Ben, en fait, c'était parfait. Parfait. Chronomètre, c'était génial. Merci beaucoup, Catherine, de la présentation. Vraiment un beau portrait là, de la politique de développement social de Laval puis de vos actions. Moi, j'ai bien aimé justement d'avoir les constats des défis puis des forces que vous avez sur votre territoire. Depuis le début là, des rencontres de l'action collective, on découvre des territoires totalement différents là, du Haut-Saint-François, où est-ce que les acteurs sont différents. Là, on l'a vu, la ville de Laval, c'est une MRC, une ville, une région, un royaume même, si on peut dire, et une île, en fait, l'île Jésus.